rêves. Quand j'étais petite fille, j'en avais tellement. Mais je pense que celui qui était le plus fort, je pense que c'est un lien avec mon caractère, c'est d'être juge. Mais juge parce qu'il était important pour moi qu'il y ait des causes justes qui soient défendues. Alors j'en suis revenue. Comme disait mon père à l'époque, effectivement, hein, j'ai fait des études de droit, d'économie, et j'ai mal tourné, je suis devenue enseignante. Voilà, mon caractère, je dirais que j'ai un caractère bien trempé, qui s'est forgé avec le temps et qui s'est renforcé. Alors, je n'ai pas de mérite, puisque je suis née dans un milieu où mes parents étaient, comment dire, des gens qui défendaient le pays. Mes parents, comme beaucoup d'Antillais qui sont guadeloupéens, sont arrivés dans le Paris des années 50, où quand on était noir, on avait le vent en poupe. Ils ont fréquenté Senghor, Césaire, Damas, le Guyanais. Et donc, j'ai grandi dans ce milieu-là. À l'époque où, d'ailleurs, mon père a fait partie d'un mouvement qu'on a appelé le Gong. Et l'essence de ce mouvement, c'est un peu ce que pensait Fanon à l'époque, c'est que nous, départements d'outre-mer, qui représentons quand même une surface maritime importante, hein, j'aime à rappeler que c'est grâce à nous que la France a une aussi grande surface maritime, deuxième puissance maritime. Donc ces gens étaient dans cet état d'esprit où il fallait que nous soyons considérés comme des partenaires et pas comme des Français à part, entièrement à part. Donc j'ai grandi là-dedans et au fil des années, j'ai beaucoup travaillé, j'ai participé à des mouvements associatifs, j'ai même été présidente d'association, je le suis encore, et de fil en aiguille, de l'associatif à la politique, il n'y a qu'un pas, donc j'ai été élue et je fais de la politique, mais je ne suis pas une politique, je suis une citoyenne concernée, consternée. Donc, je m'y prête au jeu de la politique en travaillant pas autour de partis, hein, puisque je trouve que nous, ultramarins, nous ne pouvons pas nous payer le luxe d'appartenir à un parti politique, de s'y enfermer, puisque bien sûr, on doit rendre compte. Dans ce cas-là, il faut prêter allégeance. Et nous, avec notre histoire, nous sommes libres, me semble-t-il. Donc, il est hors de question, de mon point de vue, d'appartenir à un parti politique. Alors, je ne dis pas l'espace d'un instant autour d'une femme, d'un homme, de projet qui appartient à un parti, de travailler avec eux pour avancer, mais m'enfermer jamais. Je suis libre et je demeure libre, du moins dans ma tête. Et c'est aussi pour cette raison que, depuis peu, Nicolas Dupont-Aignan, qui est le président du mouvement Debout la France, m'a chargé de construire le programme de l'outre-mer pour les élections présidentielles. Et c'est ainsi que depuis octobre 2021, je suis devenue déléguée nationale de l'outre-mer pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, Mayotte et la Réunion. Je suis partie récemment à la Réunion et à Mayotte pour monter les sections. Et ma démarche, en fait, c'est d'aller vers les habitants de ces îles pour construire le projet. Parce que trop souvent, jusque-là, des décisions sont prises par des personnes qui sont hors sol, qui n'ont aucune connexion avec ces territoires français, qui ne connaissent pas l'histoire et des fois qui ne connaissent même pas la géopolitique, puisque il n'y a pas très longtemps, notre président s'est rendu en Guyane et il a parlé de la Guyane comme étant une île. Donc, il m'a demandé de faire ce travail parce qu'il connaît mon implication par rapport au département d'outre-mer et il tenait absolument que ce projet des présidentielles pour l'outre-mer soit construit par des ultramarins. C'est-à-dire que je vais vers eux, je les écoute, je rencontre des gens de la société civile, je rencontre des responsables d'associations, des élus également, des responsables, présidents de CCI, Chambre de commerce et d'industrie, président du MENEF, et je les écoute. Je me saisis de leurs doléances, de leurs souhaits, de leurs aspirations, et cela nous permettra de construire un projet adapté à la réalité des ultramarins.
C'est vrai que je ne suis pas née en Outre-mer, mais j'ai eu la chance d'être élevée par une grand-mère. À ma naissance, à Paris, en 64, ma grand-mère est venue, puisque c'était la mère de mon papa. Elle était veuve, mon père était fils unique. Donc elle nous a élevés, elle nous a retransmis toutes ces choses que je me suis appropriées après quand je suis partie. Mais ça m'habitait. Et j'ai toujours défendu, quels que soient les endroits où j'ai été, cette culture. Parce que beaucoup de gens oublient, et j'aime à dire sans orgueil aucun, que nous, les ultramarins, nous sommes la France parce que nous sommes son passé, son présent et son futur. Quand je vois là toute la richesse de nos territoires en termes de ressources naturelles, et je crois que c'est Montesquieu qui disait que si la France n'avait pas l'outre-mer, la France ne serait qu'une vulgaire province de l'Europe. Et c'est vrai, parce que quand vous prenez le petit hexagone, c'est rien du tout en termes de territoire, de richesse. Mais heureusement qu'il y a l'outre-mer, avec tout ce que l'outre-mer possède. Et les politiques ne disent pas assez que quand on parle de la ZEE, l'espace économique que procure la mer, zone économique, eh ben, ça, en 1982, à Montego Bay, à la Jamaïque, cette zone exclusive a été déterminée. Et vous savez que la manne financière que ça apporte permet de financer l'ONF, l'Office national des forêts. C'est-à-dire que tous les navires qui croisent sous ces océans, qui font partie de la France, payent quelque chose. Et c'est ça l'outre-mer. Et c'est archi faux. Il faut arrêter de dire. Il faut dire aux gens, les informer, que nous ne coûtons pas cher à la France. Au contraire, nous lui rapportons énormément de choses. Et nous sommes à l'origine de certains textes. Beaucoup de gens ne le savent pas. Par exemple, le 349 du traité de fonctionnement de l'Union européenne existe parce que la France avait des outre-mer. Il y a 9 régions ultrapériphériques, dont 7 sont françaises. C'est une manne financière énorme. Et ce texte, en fait, n'est que l'adaptation du 73 de la Constitution de 58 qui dit qu'il faut adapter la réalité juridique à la réalité des pays d'outre-mer. Et à l'époque, quand nous sommes rentrés dans le marché commun, ce texte ne pouvait pas s'appliquer parce qu'il était spécifique pour les ultramarins. Eh bien, c'est ce texte qui a été transformé et qui a permis que le 349 existe. Ça, il ne faut pas le négliger. Et quand je vois que toute cette manne financière profite un peu aux Outre-mer, mais beaucoup plus à l'Espagne, au Portugal, avec leurs 2 fameuses îles, et que ça vient de nous. Donc il y a énormément de choses. C'est pour ça que je fais de la politique, parce que j'ai envie que les choses bougent. Il faut pousser les lignes, il faut arrêter de s'enfermer dans un huis clos complice et avilissant. Nous avons quelque chose à dire, nous pouvons faire quelque chose, mais il faut que les ultramarins se mettent debout et tapent du poing sur la table avec une seule voix, en disant « Nous sommes là, nous ne voulons pas faire la guerre, mais nous voulons une relation de partenaires, d'égal à égal. Nous ne sommes pas vos obligés. Si vous avez cette grandeur et ce classement au niveau mondial, c'est grâce à nous. » Donc, mon travail, c'est ça, le dire, l'écrire. Je l'ai fait lors d'un ouvrage il n'y a pas très longtemps. Le crier aux politiques, qu'ils soient de droite ou de gauche. Là n'est pas l'importance. L'important, c'est que nous soyons considérés et que nous avancions et que nous soyons vraiment reconnus. Ces personnes étaient considérées comme des biens meubles. Ils n'étaient pas esclaves, mais c'était la misère. Ils avaient un lopin de terrain pour travailler et c'était tout. Et en plus, on n'aura pas reconnu de droit civique. C'est monsieur Henri Sidan-Barôme qui s'est battu de manière plutôt pacifique à la mode indienne, comme l'a fait en Inde Gandhi, et a pu obtenir, après moult combats, en se servant uniquement de la justice et des textes. C'est peut-être pour ça que je suis amoureuse du droit, pour que ces personnes d'origine indienne puissent avoir le droit de vote. Donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré aussi par la manière dont il a mené son combat, qui était pas violent physiquement, mais parce qu'il a subi de la violence intellectuelle. Et il a refusé quelque part qu'on insulte, qu'on soit dans la manipulation intellectuelle. Donc c'est quelqu'un que j'admire également. Chez nous, il y a un terme qu'on utilise en Outre-mer,
les femmes d'Ubud. C'est-à-dire que ce qui m'énerve dans cette posture, qui a tendance à changer, c'est que les femmes, elles sont capables d'élever des familles, de faire les hommes et les femmes de demain, d'avoir la poigne suffisante pour, des fois seules, permettre aux enfants de faire des études, d'aller à l'école, mais en politique, eh ben non, on leur enlève ce privilège. Mais maintenant, depuis quelques années, ça a tendance à changer, mais ce n'est pas encore ça. Nous devons encore cheminer, parce qu'il y a des grands noms, Gertie Archimède, on en a beaucoup parlé, je crois que c'était la première femme députée, Madame Lucette Michaud-Chevry, qui avait ses défauts, mais qui était une femme qui en avait, contrairement à certains d'autres, mais je trouve que ça reste des exceptions. Et ce que je suis en train de faire et ce que je fais par mon travail au niveau de la radio, des associations, c'est pousser les jeunes femmes à se mettre en politique et à donner leur point de vue. Parce que on sait bien qu'on dit que les femmes sont capables du pire, mais elles sont aussi capables du meilleur. D'ailleurs, derrière tout grand homme politique, il y a une femme. On a cette finesse dans le regard, dans l'analyse. On est soucieuse du détail. Donc, je trouve que c'est un privilège d'être une femme. Alors, des femmes qui m'ont marquée particulièrement, il y en a beaucoup. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. Et je pense aussi à Rigoberta Menchú, qui est une femme d'Amérique latine, qui a eu un prix. Une femme aussi dans les pays, son nom m'échappe, Inson Suu, qui a été tenue à résidence, qui par leur force, par leur courage, ont permis que les choses évoluent. Et puis aux États-Unis, il y a Rosa Parks, il y a Ella Fitzgerald, toutes ces femmes qui ont dû mener des combats. Ça fait partie des femmes qui forcent mon admiration et que j'aime citer en exemple parce qu'elles sont fortes et qu'elles ont marqué les générations futures également. On parle d'elles dans les livres d'histoire. Voilà le genre de femmes que j'admire. Et puis toutes ces femmes anonymes qu'on ne connaît pas forcément, celles de son quartier, celles de son village, qui par des actions ont fait des choses extraordinaires. Donc les inconnus, les invisibles, mais qui font le tissu que nous sommes aujourd'hui de femmes fortes. Alors, le domaine qui m'anime le plus dans mes activités, j'ai du mal à choisir parce que je m'épanouis dans tout ce que je fais. Je fais de la radio, je m'épanouis. J'ai une émission qui s'appelle Sans sa pays là, dans une petite radio qui s'appelle Méga FM. Je fais de la politique, je m'épanouis parce que j'aime le contact avec les autres, l'échange, et puis j'apprends de tout le monde. Et puis, j'ai beaucoup de plaisir à exercer ma profession, qui est enseignante, d'autant que je me suis spécialisée dans les troubles du comportement et de la personnalité. En fait, je me sens bien dans tout ce que je fais, dans la mesure où ce sont des évidences, des choses qui se présentent à moi, pas par hasard, puisque je me sens investie d'une mission. Donc tout ce que je fais, je ne le fais pas parce que je suis obligée, mais parce que je m'épanouis là-dedans et que ça se présente comme des évidences, tout simplement. Alors, je ne pense pas que les études soient essentielles à la réussite. Il faut avant tout faire preuve de bon sens, parce que je fais bien la différence entre les gens instruits et les gens intelligents. Je préfère 100 fois avoir affaire à quelqu'un d'intelligent que d'instruit. Parce que être instruit, ça veut dire qu'on est en capacité d'absorber énormément de choses, un peu comme un singe savant, pardonnez-moi du terme, mais une capacité à encaisser, mais ça ne veut pas dire qu'on a une finesse, une compréhension des choses, une intelligence suffisante. Alors, comment faire face aux difficultés que peut rencontrer une femme? Alors, en fait, je ne suis peut-être pas bien placée pour donner la réponse parce que les difficultés que j'ai pu avoir, je les ai transformées en force. J'ai su transcender cette difficulté et je pense que ça m'a permis de m'affirmer. Ça m'a aidé à me construire une carapace parce qu'une faiblesse peut devenir une force à partir du moment où on a la possibilité de l'affronter. Et je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Au contraire, quand je rencontrais des difficultés, j'étais heureuse de les rencontrer parce que ça me permettait de transcender cette difficulté et de la surpasser. Dans quel domaine je voudrais voir progresser les femmes? En politique, déjà.
Il y a certains métiers qui sont essentiellement où il y a essentiellement des hommes. Je parlerai de la cuisine. Il n'y a pas beaucoup de chefs femmes, alors que souvent, je parle des départements d'outre-mer, les cuisinières, d'ailleurs il y a des associations de cuisinières, sont celles qui portent la culture de la cuisine. Ici, nous avons Madame Babette de Rosière, qui s'implique énormément là-dedans. Ça a été le combat d'une vie. La médecine aussi. Il y a des femmes qui sont très, très fortes sur le plan de la chirurgie et qui ne sont pas reconnues. Je pense qu'il n'y a pas un domaine, à vrai dire, où les femmes sont suffisamment présentes. Il y a encore un gros travail là-dessus. Des projets, j'en ai tout le temps. Mon projet que je souhaiterais, sur lequel je souhaiterais aboutir, c'est qu'au niveau des Nations Unies ou de l'UNICEF, nous puissions, avec des gens que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrés, prendre une ligne budgétaire pour développer un travail autour de la francophonie, autour de la culture et autour de la connaissance de l'outre-mer dans son histoire, dans sa vraie histoire. Et ça, c'est quelque chose de possible. Il faut dégager des lignes budgétaires, mais il faut aller les chercher. Ça demande du temps, ça demande des connaissances, parce que souvent, ça marche par copinage. J'ai quelqu'un qui est là, il va m'aider à avoir ce budget-là. Je crois que c'est un de mes combats que je voudrais mener. C'est le prochain. 3 mots pour me définir. Je suis pugnace, je suis têtue, et je ne me décourage pas. Vaille que vaille, contre vents et marées, je reste debout. Alors surtout, ne lâchez rien les filles. Plus vous pourrez donner de votre temps. Ne vous laissez pas décourager. N'écoutez pas ceux qui vous disent « vous êtes des outre-mer » ou « vous êtes une simple femme, on ne va pas vous écouter ». Au contraire, la pugnacité est payante et j'en suis un exemple vivant. Ne lâchez rien, surtout pas. C'est bientôt la journée des femmes. Donc voilà le message que ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas influencer. Soyez femmes des outre-mer, c'est-à-dire des femmes du bout. Alors, professionnelle, je n'ai pas de fierté particulière. Je suis fière de tout ce que je fais. Donc voilà, j'ai parcouru un certain chemin. J'ai réussi à m'imposer en politique. J'en suis quand même fière, mais ça, je pense que c'était un devoir, quelque chose que je devais faire en mémoire de mes parents. Et bon, j'ai fait des études, somme toute, classiques. C'est vrai que j'ai un bac +8, mais à l'époque où j'ai fait mes études, on pouvait, à Paris, la Sorbonne, Paris 7, on pouvait, dans un semestre, mener 2 licences ou 2 maîtrises. Et j'étais très curieuse, donc j'ai fait sciences politiques, j'ai fait économie, j'ai fait droit, j'ai fait théologie également, psychologie, sociologie, parce que j'ai une soif d'apprendre. Ma famille, mes fils, mon mari. Et puis je suis fière d'être la fille d'Yvonnette et de Stanislas. Ceux qui me connaissent comprendront. Une belle dame, c'est une dame. Pour moi, une belle dame, c'est une dame qui a la tête pas forcément bien pleine, mais bien faite.